Fait qu'aujourd'hui, on est dans le podcast Le Grand Saut avec mon ami Seroujan, courtier hypothécaire chez les architectes et hypothécaires, pardon. Content que tu sois là avec moi aujourd'hui. Écoute, présente-toi. Tu as une seconde pour te présenter, pour te vendre à moi. Présente-toi. Juste mon nom, ça va prendre plus qu'une seconde. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci, Dom, de m'avoir invité. J'ai regardé un peu tes choses. C'est très sharp. Alors, j'apprécie. C'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Tu as eu des gros noms. Donc, Seroujan, Kenny Shillingham. Pour du monde qui vont avoir de la misère à dire mon nom, double commission lorsque vous allez m'appeler. Si vous me référez à un client, puis vous dites bien mon nom. En un coup. Un seul coup, vous avez double commission. Sinon, vous pouvez m'appeler Serou. C'est mon nickname, Serou. Beaucoup plus facile. Donc, j'ai 28 ans, courtier hypothécaire depuis 5 ans, plus que 5 ans aujourd'hui. Déjà, ça va vite? Ça va vite. J'ai commencé à l'âge de 22. C'est toute une histoire. Quand tu commences à cet âge-là, j'avais pas de barre. Pas d'expérience. Les gens, ils me cartent encore. Alors, dis-toi, à 22 ans, j'étais encore plus jeune. Puis justement, avant que tu sois courtier hypothécaire, parle-moi un peu de ton background. Qu'est-ce que tu as fait avant? À 22 ans, on s'entend que tu n'as pas énormément d'expérience de travail. Ouais. Donc, c'était quoi ton background? Qu'est-ce que tu as fait avant de faire courtier hypothécaire? J'en fais beaucoup de podcasts. Personne ne parle de moi parce que c'est justement, je prends des invités plutôt. Alors, c'est des questions que personne ne m'a posées. Alors, ça va être nouveau pour tout le monde. Sors de ta zone de confort. Ouais. Alors, j'étais à l'université où j'étudiais en finance. Je n'aimais pas ce que je faisais, démotivé. J'ai jamais été un gars qui est tombé en dépression, mais j'ai l'impression que ce moment-là, j'étais vraiment déprimé. Moi, je suis un gars qui aime savoir où est-ce que je vais. J'aime ça avoir une carte. Je suis extrêmement ambitieux dans la vie. Je sais et je savais que j'allais faire quelque chose de grand avec ma vie, mais puisque dans cette période-là, je ne savais pas ce que je faisais, je n'aimais pas ce que je faisais. Dirais-tu que c'est à cause de la façon dont on essayait de t'enseigner ou c'était plus le sujet que tu essayais d'apprendre? Le sujet plutôt. J'aime les finances, j'aime la macroéconomie, microéconomie et tout ça, mais la façon qu'ils enseignaient, ça ne m'attirait pas. En plus, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, donc m'asseoir puis écouter un prof, ce n'est pas la meilleure formule pour moi. Moi, j'aime ça apprendre à mon temps, puis l'école de la vie, c'est la meilleure école pour moi. Alors, et là, je me questionnais de ce que je voulais faire. Et là, boum. Entre quoi et quoi? Un courtier hypothécaire et... l'immobilier. OK, ça a toujours été en dedans de toi, l'immobilier. L'immobilier, ça a toujours été en dedans de moi. Pourquoi? Parce que mes parents ont toujours investi dans l'immobilier. Alors, ils m'ont jamais comme expliqué un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi l'immobilier, mais j'ai toujours vu mes parents acheter de l'immobilier. C'est pas des millionnaires, c'est du monde bien simple. On a un dépanneur, puis ils travaillent très fort jusqu'à aujourd'hui, 7 jours sur 7. De matin jusqu'à le soir, ma mère et mon père, ils s'échangent pour travailler. Alors, on n'a pas d'employés, donc c'est du monde travaillant. Je les ai vus travailler, puis j'ai vu investir en immobilier. Donc, j'ai toujours été curieux de savoir un peu plus. Et à l'âge de 18 ans, ma mère m'a demandé si je voulais investir avec elle. Je travaille au McDo de 15 à 20 ans. Alors, j'économisais mon argent, puis je mettais en dessous de la table. Puis ma mère, elle me demande pas de permission pour fouiller ma chambre. Puis je savais qu'elle savait... Elle allait prendre cet argent-là. Ouais, elle savait que j'avais de l'argent. Alors, elle me dit, Seroujan, tu sais, tu as beaucoup d'argent. Je dis, comment tu sais, toi? Elle dit, je sais. Et là, j'ai beaucoup d'argent. Pourquoi tu t'investis pas dans l'immobilier? Ça te permet de mettre l'argent quelque part où ça va prendre de la valeur. C'est mes parents, donc j'étais un peu hésitant. Et finalement, j'ai décidé de le faire. On a acheté une propriété à Ajax. J'ai pas mis mon nom. À 18 ans... Mais tu as mis de l'argent quand même. J'ai mis mon argent. Exactement. Partenariat silencieux. Et là, 3 ans plus tard, ils ont vendu. C'était pendant le genre de bulle immobilière à Toronto. Tous les immeubles prenaient de la valeur, un peu comme ce qu'on a vécu. Pourquoi tu as acheté à Toronto? Est-ce que tu étais natif de là? Ou... Non, pas du tout. C'est juste que, on a une grande communauté sri-lankaise. Je suis d'origine Sri Lanka. Alors, on a une grande population là-bas. Puis, toutes les amis à mes parents sont de là-bas. Donc, c'est eux qui appellent à ma mère. Il y a des opportunités là-bas pour que tu n'achètes pas avec nous. Puis, finalement, comme elle a décidé d'acheter avec moi, mon père et elle. Et c'est ça, j'avais investi 20 000 $. 3 ans plus tard, je l'ai vendu. Ils ont vendu, ils m'ont donné 50 000 avec mon 20 000. Donc, 50 000 à l'âge de 20, 21, c'était énorme. Et là, ça m'a comme donné vraiment la piqûre pour apprendre plus. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui va permettre de comprendre l'immobilier vraiment à fond, de baigner dans l'immobilier? C'est de travailler dans l'immobilier.
Alors là, je commençais à faire des recherches, courtier immobilier. Vas-y, mets pas tes gants. Je dirais que le courtage immobilier, c'est super bien, c'est super intéressant, mais je ne me voyais pas vendre des propriétés. Je suis un gars des finances, j'aime les finances. Alors, je regardais pour d'autres jobs et j'ai entendu par un de mes amis qu'il y a un gars qui travaillait du Vietnam, qui faisait des prêts hypothécaires au Québec pour des clients au Québec. De l'extérieur. De l'extérieur. Je dis, wow, c'est quoi ce job? Je regarde sur Google, courtier hypothécaire, c'est quoi exactement? Puis j'ai vu qu'on travaille avec la majorité des banques, on peut offrir les meilleures solutions, on négocie pour le client et le meilleur, c'est un service gratuit pour les clients. Je dis, waouh, il n'y a aucun stress, c'est pas difficile de vendre des prêts. C'est après ça que j'ai compris que c'est beaucoup plus tough que ça. Définitivement. Fait que là, ça a parti vraiment comme ça. Déjà, quand tu étais un petit peu plus jeune, on t'a initié rapidement à l'immobilier. Tu as fait ta première acquisition en tant que partenaire financier. Tu as vu qu'il y avait possibilité de faire un peu d'argent avec l'immobilier. Le domaine t'intéressait. Bang, on se lance à l'eau. On te lance comme ça. Ça fait 5 ans déjà que tu es courtier hypothécaire. Je suis tombé en amour avec le domaine, avec les défis. J'étais un kid qui avait beaucoup de... je dirais comme, tu sais, il n'y a pas beaucoup confiance en moi. Donc, je savais que l'immobilier, être un entrepreneur, va me permettre de sortir de mon zone de confort, parler avec du monde, socialiser, apprendre le marketing, apprendre tous les chiffres, les banques. Mais dès que je suis rentré, j'avais déjà des objectifs. Je voulais devenir une banque un jour. Que ce soit dans le financement privé avec une banque alternative. Je voulais devenir une banque. Tu as toujours vu grand. Fait que tu dirais que peut-être une qualité pour un entrepreneur, c'est d'avoir une certaine vision de où tu voulais aller. Là. Absolument. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé en immobilier, pas le même parcours exactement, mais moi, je travaillais dans la construction sur un chantier. Je me disais, je vais acheter des immeubles, je vais les rénover, je vais les revendre. Puis après ça, un petit peu comme toi, une fois que j'ai commencé à faire de la transaction, j'étais comme, ben non, tu sais quoi, je préfère être avec le client puis faire le transactionnel. Puis finalement, je peux peut-être monter le nombre de transactions un peu plus haut. Puis là, c'est là que la vision s'est mise en place. Mais est-ce que toi, tu avais déjà la vision avant même de commencer? Ou... Avant même de commencer, je dirais. Je regardais, tu sais, pendant qu'on étudiait à l'école, je voyais toutes les possibilités. Puis j'ai dit, OK, you know what? Moi, si je rentre là-dedans, c'est parce que je veux monter les échelons. Et le courtage hypothécaire, ça me permet de faire des prêts. Mais au-delà de ça, c'est quoi les échelons? Tu vois? Mais c'est où est-ce que la grosse argent est? C'est où est-ce que les banques? Ça marche comment les échelons dans un cabinet de courtage hypothécaire? Ben, écoute, les échelons en tant que courtier hypothécaire, c'est le nombre de volumes. Plus de volume tu fais, plus d'argent que tu fais. Donc, tu peux te spécialiser dans plusieurs domaines. Il y a le financement résidentiel, l'alternative, privé, commercial, industriel, multilogement. Donc, ça, c'est les échelons, je dirais. Puis, avec l'échelon, tu peux aussi faire du gros volume. Mais moi, je voulais aller à un autre step, c'est-à-dire comprendre un peu la game sur le terrain des prêts hypothécaires. Et après ça, devenir une banque ou un prêteur. Alors là, présentement, je suis en train de réaliser ces rêves. Je fais du financement privé avec des investisseurs. Alors, ça, c'est toi qui as mis en place, dans le fond, le système ou le système de référencement entre les courtiers, les prêteurs privés, pardon, ou comment ça fonctionne? Donc, peux-tu élaborer ta question? Oui, ben en fait, tu dis qu'aujourd'hui, tu fais un petit peu de prêt privé. Dans le fond, tu es comme un intermédiaire entre le prêteur et le client, ou tu es rendu vraiment avec une agence de prêteurs privés? J'ai deux chapeaux. Je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. Donc, ma business vient beaucoup des courtiers hypothécaires. Donc, je fais des développements un peu à travers le Québec au complet en disant, écoute, tu as un dossier difficile. Toi, tu fais du A, tu fais pas énormément de B ou du privé. Alors, casse-toi pas la tête, tu m'envoies à moi. Puis à l'interne, nous, on travaille avec une 50aine de prêteurs privés et je suis également un prêteur privé. Donc, si je vois que c'est un dossier que j'aime bien, que je sais que j'aurai pas de trouble, je peux décider de garder pour moi ou je peux décider d'envoyer un prêteur privé. C'est pas parce que j'envoie un autre prêteur privé que c'est un mauvais dossier. Simplement que j'ai pas d'appétit pour le dossier, mais il y a d'autres prêteurs privés qui auront un certain appétit pour le dossier simplement. Et ça, c'est comme le level 1. Il y a level 10 où c'est un peu plus gros, aller national, international. Je vais aux States dernièrement pour faire des contacts. Aux States, je fais même des entrevues aux States avec des courtiers hypothécaires, des gars d'assurance. Aux States, c'est un autre niveau. La vision est beaucoup plus grande. Le Québec, on tout le temps, comme disait en arrière, des États-Unis puis de l'Europe. Écoute, chaque fois que je vais là, je dépense des milliers de dollars pour des formations.
mais je reviens et je 10x tout le temps mon investissement. Je suis allé aux States dernièrement, la fin de semaine dernière, j'étais à Nevada, Reno, un des plus gros courtiers hypothécaires aux States, pour l'État de Nevada plutôt. Il y a un gros following. Tu sais, avoir 124 000 followers sur Instagram en tant que courtier hypothécaire. C'est huge. C'est huge. Ouais, définitivement. Alors, puis le demain. J'étais à 2005, puis je suis comme heureux. Tu vois? Puis la semaine d'après, la semaine prochaine, je vais au Texas. Presque 400 000 followers. Wow. Il a un gros following sur YouTube aussi de 700 000. Il a justement interviewé des grands noms comme Andrew Tate. Qui fait. J'ai vu que tu as fait un one-on-one aussi avec lui. Oui, j'ai eu un 15 minutes avec lui. Puis c'était vraiment c'était puissant comme conversation. Wow. Ouais. Alors, mais à quel point tu dirais que ton mindset est important? Là, ce que je vois, c'est que tu t'entoures définitivement de top producers, de personnes qui réussissent dans la vie pour justement d'essayer de t'élever un petit peu à leur même niveau. Puis à quel point ton mindset est important dans ton day-to-day, puis à quel point c'est important pour un nouvel entrepreneur? C'est la base. C'est la fondation. Si tu n'as pas un bon mindset, t'es mort. Il n'y a rien à faire. Tu vois, moi, je pense que la base, moi, j'ai investi des milliers de dollars dans une des vidéos capsules. J'ai dit, j'ai investi plus de 50 000 dollars sur mon développement personnel. Et plus je fais de l'argent, plus je vais investir plus. Et j'ai toujours eu cette réflexe d'investir sur moi-même. Pourquoi? Parce que plus de connaissances que tu as, plus tu as un meilleur mindset, plus d'argent tu fais. C'est normal. C'est le meilleur investissement, ça. C'est le meilleur investissement. Ouais. Et en plus, c'est déductible à 100%. Pourquoi pas le faire? En tant qu'un gars de finance, je trouve que tu as trouvé une belle niche de pouvoir faire justement de l'hypothèque, il veut passer des chiffres et trouver un peu ta niche à ce niveau-là. Est-ce que tu dirais que ta valeur ajoutée en tant que courtier hypothécaire est justement de faire des dossiers que le monde ne veut pas faire? Ou tu as d'autres trucs qui sont encore plus importants pour toi? Ben, écoute, au début, c'était parce que j'avais cette spécialisation où la majorité des courtiers hypothécaires et même des courtiers immobiliers, j'ai pris un avantage pour les courtiers immobiliers parce que la majorité sont courtiers hypothécaires. Ouais. Alors, Sirojane, tout le monde me connaît pour les dossiers comme ça. Bon, un courtier immobilier va me garder comme plan B. Et c'est tant mieux qu'il me garde comme plan B. Je vais être son plan B puis devenir son plan A. Tu veux être là. et alors, j'ai moins de compétition. Et pour les courtiers hypothécaires, excuse-moi, des fois je me perds, c'est quoi ta question exactement? Non, mais en fait, c'est de savoir ta valeur ajoutée. Tu parlais que tu étais comme quoi c'était, tu t'occupes des dossiers dans le fond que Excellent. Les courtiers ne veulent pas faire. Là. Et les courtiers hypothécaires, c'est pour eux, ils n'ont pas de solution. Ouais. À la place de dire non aux clients, ben appelle-moi, on va regarder pour une solution. Puis je travaille avec tous les cabinets. Je suis avec les architectes. Avant, j'étais chez Planiprêt, avant chez Multiprêt. Alors, tout le monde me connaît dans l'industrie, donc ils m'appellent quand ils n'ont vraiment aucune solution. Donc ça, c'était ma valeur ajoutée dans le passé. Aujourd'hui, je fais la même chose. Maintenant, les gens, ils veulent travailler avec moi pour plus que juste la valeur ajoutée que je donne. Ouais. C'est parce que je m'associe avec les bons, j'ai un bon mindset. Quand je parle, j'essaie de donner des conseils. J'essaie d'amener la valeur dans leur business. Alors, c'est devenu plus grand maintenant. C'est fou comment la valeur ajoutée, c'est important. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en immobilier, je regardais qu'est-ce que les courtiers ne veulent pas faire. Puis tout ce qu'ils ne voulaient pas faire, je m'enlignais, puis c'est ça que j'allais faire. Ils ne voulaient pas faire d'appel, ils ne voulaient pas faire des porte-à-porte, ils ne voulaient pas aller dans les soirées de réseautage voir des gens. Puis je me suis dit, you know what, c'est ça que je vais faire. Ils ne voulaient pas travailler dans un certain secteur. J'ai dit, c'est là que je vais partir, puis c'est exactement là que je vais aller faire ma niche. Puis aujourd'hui, c'est ça qui a fait en sorte que je me suis démarqué. Puis je me dis, quand tu regardes tous les entrepreneurs, tous les gens proches de toi, ils ont tous une niche qu'ils ont développée, qui a créé une valeur, qui a donné un plus-value à un client ou à un professionnel qui peut être aussi son client, mais tout ça pour dire qu'ils ont trouvé une niche, puis ils l'ont développée. Absolument. Puis je preach. Je dis aux courtiers hypothécaires, j'en ai interviewé une cinquantaine de courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, avec mon podcast Les Courtiers du Québec, qui est le plus gros podcast pour le courtage hypothécaire immobilier. Je dis tout le temps, les gens que j'ai interviewés, c'est des grandes pointures de l'immobilier. Et c'est vrai. J'ai pas encore eu mon invitation. T'es next. T'es next. Alors, je pose des questions, puis ce que je remarque de ces gens-là, c'est justement, ils se spécialisent dans quelque chose. Ça peut être dans le résidentiel, mais ils vont travailler avec une niche en particulier, comme les investisseurs étrangers, les investisseurs, tout simplement, du multilogement, optimisation. Nombre de courtiers immobiliers, par exemple, moi, quand j'ai des références à donner au courtier immobilier, un client vient me voir, Sirojane, j'aimerais ça acheter quelque chose qui va prendre la valeur.
qui est un peu la demande de tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien son domaine, qui connaît bien de l'immobilier. Il se dit, ben, Sergent, moi, je veux travailler avec un courtier immobilier qui est spécialisé dans les chiffres, qui sait quel type de propriété acheter, qui voit qu'il y a un grand potentiel. Tu sais combien de personnes que je connais, mais j'ai pas assez de références pour ses clients? Peut-être j'ai 2-3 personnes. Parce que c'est rare de trouver un courtier immobilier. Pas quelqu'un qui dit qu'il peut faire ça, mais qui c'est pas vrai, là. Oui. Mais tu penses que c'est comme ça, exemple, j'ai vu que tu as fait un bon podcast avec Patrice Ménard et sa femme de PMML, puis justement, je pense qu'eux, exemple, ils ont fait leur niche avec justement, en étant spécialisés dans tout ce qui était commercial, multilogement et autres. Puis d'où pourquoi ils sont devenus une référence auprès des courtiers hypothécaires comme toi ou auprès des autres courtiers immobiliers, puis qui fait que ça grandit. Je pense que un courtier hypothécaire, toi, tu as choisi ta niche comme étant alternative privé. Un courtier immobilier, il y a tellement aussi d'options. Ça peut être un secteur ferme, un secteur précis, que tu dis, ben, je cherche une propriété, exemple, à La Salle. OK, bon, je pense à un tel, ou je cherche une propriété à tel endroit, c'est lui. Mais souvent, les gens, je pense qu'ils essaient de beaucoup faire Jack of all, Ace of none. Ils veulent toucher un peu à tout, ils veulent essayer de tout faire. Puis au bout de la ligne, ils ne se développent jamais réellement. C'est quoi tes objectifs à toi, personnels, professionnels, pour les 5 prochaines années? C'est où que tu veux te rendre? Donc, à court terme, parce que j'ai 2 onglets, le courtage et le média. Et le média, je veux vraiment mettre l'emphase parce que quand tu as une plateforme... Tu parles de ton podcast Courtier du Québec. Exact. Okay. Quand tu as une plateforme et ce que tu fais, c'est très bien parce que tu es en train de créer une plateforme, un nom pour toi, puis les choses vont être plus simples pour toi plus tard. Donc, tu vas voir les effets que ça crée. Alors aujourd'hui, j'ai cette plateforme que j'aimerais aller plus loin. Un de mes grands idoles, c'est Patrick Bet-David. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, définitivement. C'est Valuetainment. Et j'avais solide d'ailleurs. Très solide. J'avais les bases. Il rencontrer des mafias boss ou... Comment? Il rencontre souvent des anciens mafieux, des trucs comme ça. Et il y a une raison pourquoi. Parce que c'est des grands entrepreneurs, ces gens-là. Définitivement. Ils ont le mindset, ils ont le work ethic, ils ont tout pour réussir. Juste qu'ils ont ils ont choisi une mauvaise business pour opérer. Mais c'est ça. Donc, Patrick, j'ai eu les bases de lui demander, man, viens-t'en dans mon podcast. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a donné un défi. Il m'a dit, Sergent, si tu arrives à faire 1 million downloads en total pour le podcast, j'arrive. Bien sûr, je suis au Québec. La majorité de mes entrevues sont en français. Donc, je ne pourrais jamais atteindre 1 million en faisant en français. Donc, c'est pour ça que je vais aux States dernièrement. Je change un peu mon game plan. Je vais continuer à faire avec des courtiers en français au Québec. Mais je vais aller chercher encore du monde plus influent, qui ont un plus gros reach, plus gros following, pour pouvoir atteindre à Patrick il est sur ton Vision Board. Vision Board, 24 mois. 24 mois. Tu te donnes 24 mois pour aller 24 à 36. Ça, c'est ton objectif numéro 1. Numéro 1 pour le média. OK, pour le média. Ouais, pour le média. Pour le courtage, bien sûr, j'ai des objectifs aussi. Alors, je vais aller national avec ma firme de financement. Okay. Alors, ça, c'est ce que j'aimerais faire dans les prochaines années. Parce que là, tu es gestionnaire, juste pour ceux qui écoutent, dans le fond, tu es gestionnaire d'une équipe ou d'une firme. Exact. Des architectes. Là. Donc, il y a 3 mois, j'ai commencé mon propre équipe. Okay. Avant, j'étais un one-man show. Okay. J'avais mes assistants. Je faisais mes propres prêts. Là, j'ai une équipe. Alors, je suis un leader maintenant. Il y a des gens qui croient en moi, où j'ai beaucoup de responsabilités. Alors, je dois te redonner. Je dois faire en sorte qu'ils réussissent à un moment donné. Alors, c'est aussi pour ça que je vais au States. Je fais plein de formations un peu partout pour aller chercher les meilleures connaissances, puis par la suite, partager avec eux. Alors, j'ai une équipe de 10 personnes en 3 mois et j'ai fait aucune sollicitation. Merci. Aucune sollicitation. Dès que j'ai marqué sur LinkedIn chef d'équipe, les appels ont commencé à sonner. Pourquoi? Encore là, c'est parce que à cause de mon branding. Si on veut parler de branding, c'est super important le branding. Les gens, quand ils m'appelaient, ils me disent, Sergent, tu n'as pas besoin de me convaincre, je veux travailler avec toi. J'ai tout écouté, j'ai écouté les podcasts. Pick and choose un peu aussi avec qui tu voulais travailler. Absolument, c'est important. Donc, tu sais, après ça, c'est interviewer les gens, expliquer un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi ma vision. Puis ceux qui veulent me suivre, bien sûr, ils vont aller loin ensemble.
avec moi. Donc, j'ai 10 personnes. Mon objectif ultime, c'est de créer un cabinet de courtage. Je vais être le plus gros au Québec. Alors, j'ai beaucoup à faire, à franchir pour pouvoir le faire. Tu es déjà plus proche. Tu es déjà plus proche que tu étais il y a 3 mois dans la fête ton équipe. Tu te donnes combien de temps pour atteindre ce niveau-là? Je ne sais pas si c'était un time frame, mais je dirais que, tu sais, avant ma quarantaine, j'ai 28 ans. Okay. Avant ma quarantaine, c'est clair que c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Il faut toujours avoir une exit strategy aussi. Si tu arrives à des objectifs comme ça, avant de commencer une business, tu dois avoir un exit plan aussi. Ouais. Alors, donc c'est ça, je suis avec 10. Pour arriver à 50, ben, je dois devenir une autre personne pour avoir 50 personnes. Puis pour avoir 500 courtiers, il doit devenir une autre personne. Alors, c'est pour ça que je travaille tout le temps sur le développement personnel. J'investis beaucoup sur moi-même. Quel a été, tu penses, tes plus grands défis que tu as dû faire face quand tu as passé du one-man show à une petite équipe? À aujourd'hui avoir un cabinet? C'est de constamment les aider à amener de la valeur. Alors, c'est un défi. Au début, c'est juste moi. T'sais, je peux tourner les pouces. Si aujourd'hui j'ai envie de travailler, je peux. Je suis pas de même. Je travaille tout le temps. Je suis un travaillant. Ouais, tu as une culture de travail assez forte, là. Exact. Donc, je me réveille très tôt le matin, je vais au gym. Après ça, back to work. C'est jusqu'à 8-9 heures le soir. Mais maintenant, j'avais personne d'autre à penser autre que moi. Maintenant, j'ai des gens autour de moi. Alors, il faut que je dois constamment upgrade mon game et continuer à donner de la valeur à ces gens-là. Définitivement. J'écoutais un podcast de Grant dernièrement qui disait Men are not dogs, en voulant dire que les gens ou les gens qui travaillent proche de toi ne peuvent pas gruger après un os, qu'il n'y a pas de chair alentour tout le temps. Après un certain moment, il faut qu'il y ait quelque chose à aller chercher de ça parce que les gens vont se tanner puis vont tourner la page. Puis je pense que il faut tellement travailler sur... Nous, on fait des PPF qu'on appelle là, Personal, Professional and Financial, où on rencontre les membres de l'équipe pour demander leurs objectifs personnels, professionnels puis financiers, pour essayer de les apporter là. Puis je pense que plus les gens alentour de toi gagnent, plus toi, à la fin de la journée, ça devient rentable à long terme. À la base, quand tu as une équipe dans le courtage surtout, il y a 2 choses que tu dois faire pour garder une équipe. Et j'essaie tout le temps de travailler sur ça. À la fin, ils vont rester avec toi si tu les aides à faire de l'argent. Ouais. Parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Alors moi, tout le temps, mon mindset, c'est comment je peux les aider à faire de l'argent. Je travaille tout le temps là-dessus. Comment je peux donner assez de valeur pour qu'ils ont des idées, ils ont de nouvelles idées pour les développer. Deuxièmement, c'est de la valeur. Faire de l'argent, puis deuxièmement, c'est la valeur. Ouais. Si tu n'as rien à donner, un peu mon expérience, si je retourne en arrière, quand j'avais 22, j'étais chez un cabinet où j'étais membre d'une équipe. À un moment donné, cette personne avec qui je travaillais n'avait rien à donner. C'est plus toi qui apportais, qui recevait. Là. Exact. Puis j'ai dit à cette personne que, écoute, je dois partir. Puis il est en crise contre moi parce que je devais partir. Mais j'ai dit, mais regarde, je suis stagné avec toi. Il faut que je passe à un autre niveau. Alors, je lui ai donné l'opportunité de me garder s'il veut me garder. Mais la réaction qu'il a eue, c'est juste se fâcher contre moi. Oui, trouver des options, des solutions. Exactement. Alors, je ne suis pas parti demain en disant hey, c'était une surprise pour lui, il ne savait pas que je partais. Je lui ai dit que je partais. Ouais. Alors, je ne veux pas être cette personne avec mes gens aujourd'hui. Et c'est l'expérience qui peut faire une différence. Puis je pense que, étant donné que j'ai vécu ça, c'est une très bonne personne en passant. Très bonne personne. Juste que je pense qu'il ne s'est jamais trouvé dans une situation comme ça où le gars, il s'est évolué tellement rapidement que là, il faut que je continue à développer moi personnellement pour amener de la valeur à cette personne. Tu ne travailles pas dans une business, je veux dire, tu vas avoir dans ton équipe probablement des adjointes ou autres qui sont à salaire, puis tu vas avoir aussi des travailleurs autonomes. Je pense que c'est un des plus gros défis qu'on a en ce moment parce que j'ai passé à travers ça aussi en montant mon équipe, d'être capable de gérer des travailleurs autonomes puis de les garder dans une équipe, sachant qu'ils sont travailleurs autonomes parce qu'ils veulent avoir une certaine flexibilité, ils veulent être en mesure de ne pas avoir de barème sur leurs revenus, puis ils veulent pas se faire dire à la fin de la journée quoi faire non plus. T'sais. Absolument. Fait que d'être capable de leur donner les outils puis de les faire réaliser que
écoute, si tu fais X, Y, Z, c'est pour ton propre bénéfice. Puis voici comme, tu sais, de changer, en fait, c'est une game de perception, de changer leur perception des choses pour les apporter à ce que ce soit eux qui, à la fin de la journée, prennent les décisions. Absolument. Puis, tu sais, un bon leader, c'est quelqu'un qui dit, moi, je suis le leader, puis vous devez me suivre. Un bon leader, c'est quelqu'un qui, par ses actions, les gens suivent. Ouais. Tu vois? Alors, ça, c'est un défi. Et j'ai 10 personnes. Est-ce que je vais réussir? I don't know. Time will say. Mais je lâche pas. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui veut se lancer en affaires, qui est peut-être, qui est Seroujane quand il avait 18 ans ou 22 ans, ça serait quoi le conseil que tu lui donnerais pour qu'il puisse accélérer son processus? Si cette personne avait mon âge dans le passé et je devais donner un conseil, ça serait de t'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est, tu sais, je parle de la personne qui est quittée finalement, mais honnêtement, je regrette pas d'avoir vécu et appris de cette personne, parce qu'il y avait énormément à donner pour un certain temps. Et grâce à cette personne, je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Par la suite, j'ai sauté à d'autres opportunités, tout simplement. Donc, pour revenir à ta question, je dirais de t'entourer des bonnes personnes, va travailler, soit gratuitement ou si tu peux avoir un salaire minimum, fais quelque chose comme ça. Travaille pour quelqu'un que tu sais que tu admires cette personne, tu sais qu'il va pouvoir t'amener de la valeur et que tu peux rester très longtemps avec cette personne, puis travaille pour cette personne. Dans le courtage, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, on veut tous devenir des big shots, on veut tous faire de l'argent, changer l'immobilier, conduire des belles autos et tout ça, mais il y a un prix à payer pour ça. Le prix que moi j'ai payé pour ça, c'est j'ai travaillé à salaire minimum pendant presque 2 ans pour cette personne, à traiter les dossiers, à écouter parler. Puis cette personne m'a dit, Seroujane, dans 3 ans, tu vas être prêt. Non, j'ai dit, après 6 mois, j'ai commencé à prendre l'appel. J'ai dit, laisse-moi le faire. J'ai commencé à prendre des initiatives, puis appeler les clients, puis les écloser. Non, pas du tout. C'est juste parce que il m'a donné des time frames. Plus longtemps que tu restes, mieux que c'est, right? À salaire minimum, c'est bon, ça, pour lui. Alors, j'ai dit, non, laisse-moi l'appeler. 6 mois après, il m'a fait confiance parce qu'il a vu que je closais les clients. Tu vois? Ouais. Alors, travailler pour quelqu'un comme ça, c'est sûr que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Ça va accélérer ta croissance. Toutes les erreurs que cette personne a faites, comme toi, Dom. Ça fait combien de temps que j'étais en immobilier? Quelqu'un qui va travailler pour toi, c'est clair qu'il va apprendre. Tu vois? N'importe quel courtier qui commence, faire 2-3 ans, même rester dans ton équipe plus tard pour voler ses propres ailes, être ton bras droit, c'est clair qu'il va être, il va être vraiment plus que content. Il va apprendre énormément de choses. Toutes les erreurs que tu as faites, il va pouvoir éviter ces erreurs. C'est clair. Quand je regarde justement, je regarde mes courtiers, des fois, j'ai tout le temps un petit peu ça vient me chercher parce que je me dis, quand moi j'ai commencé, c'était dur. Je me rappelle sûrement aussi pour toi, quand tu as commencé, c'était pas facile. Quand tu rentres en immobilier, souvent les gens disent, je vais faire confiance, ma soeur, mon frère, ils vont me transférer des amis, puis ça va être aussi facile que ça. Puis finalement, tu es là, tu as ta licence, puis il n'y a pas personne qui vient à toi. Fait qu'il faut comme t'être gratté vraiment pour aller chercher ta business. Puis je me rappelle, moi, ça m'avait pris 8 mois avant de faire ma première transaction en immobilier. Après ça avait décollé. Puis après ça a comme explosé. Puis je regarde aujourd'hui mes courtiers que en l'espace de 6 mois, ils font 25 transactions en 6 mois, puis qui font des chiffres d'affaires que moi, ça m'a pris 2 ans à faire dans leur première année en immobilier. Puis je pense que c'est ça qui est le plus gratifiant pour moi dans ce que je fais dans ma position, c'est de voir que tabarouette, j'ai accéléré le chemin pour eux autres, puis j'ai été capable de les mettre en place pour qu'ils prennent les raccourcis, qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le terrain de boiteux comme j'ai été pour commencer, puis qu'ils peuvent aller tout de suite sur l'autoroute, puis que ça fonctionne. Quand tu dis de t'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est le nerf de la guerre. Si vous attendiez à que je dise quelque chose de fou, là, il n'y en a pas. C'est vraiment, entoure-toi de bonnes personnes dès le départ, puis ton chemin est fait, là. Pour un bon bout de temps, ton chemin est fait. Et ça serait le meilleur conseil. Dis-moi, ça fait 8 ans, toi, de ton côté, pourquoi tu as décidé de commencer une équipe? Tu as compris un peu? Ça a été un gros dilemme initialement parce que je pesais le pour et le contre entre est-ce que je continuais à être... J'avais des très bons revenus en tant que courtier immobilier. Ça, je faisais quasiment 175 transactions par année. Wow! J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je lance? Mais j'avais pas de vie non plus.
Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je pense que je suis rendu à un stade où j'ai envie de redonner, puis peut-être d'accepter de faire un peu moins de sous, puis de redonner un petit peu plus de mes connaissances, puis d'avoir une qualité de vie à la place. Et puis j'ai commencé à mettre en place l'équipe, puis là, la COVID a frappé. Parce que ça fait pas si longtemps que ça, j'ai parti mon équipe. Okay. J'ai parti l'équipe en fait fin 2019. Avant ça, c'était moi avec des adjointes one-man show comme toi. Et puis fin 2019, j'ai recruté 2 courtiers. La COVID a frappé et back to square one, on repartait. Fait que là, mes courtiers, eux, ont mis la licence sur la tablette, c'est fini, plus d'immobilier. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux quand la COVID a frappé. J'ai dit, wow, attends un peu. J'avais des gens avec qui travaillaient avec moi, puis que j'ai failli à ma job de faire en sorte qu'eux autres performent et qu'ils soient capables de passer à travers ça. On s'entend, c'est pas tout le monde qui a le mindset ou qui veulent pousser peut-être comme au niveau que moi je pousse, mais n'empêche, ma job, quand ils se sont joints dans mon équipe à ce moment-là, c'était pour justement avoir une certaine sécurité. Puis quand la COVID a frappé, j'étais pas capable de fournir pour cette sécurité-là. Il y avait de la job, il y avait des clients, mais pas assez pour que les autres soient confortables. Tu te réinventes un peu parce que tu vois, comme t'as bien réussi, tu réussissais très bien dans le courtage. Puis là, aujourd'hui, tu as un nouveau défi. Puis du monde comme toi et moi, c'est les défis comme ça qui nous carburent. Alors moi, aujourd'hui, je pense que c'est la même chose pour toi. Le fait que tu as une équipe, c'est comment faire en sorte de garder ton équipe auprès de toi, qu'ils réussissent, qu'ils sentent comme une petite famille. C'est quelque chose que, tu sais, qu'on veut vraiment réussir à faire. Et je pense que tu es bien parti. On a bâti une belle culture d'entreprise. Après ça, quand la COVID s'est terminée, ben là, j'ai remis à jour mon plan d'affaires, ajusté mes systèmes pour s'assurer que tout soit en place. Et après ça, on a commencé à lancer le plan de match. Maintenant, tous les gens qui sont avec moi sont là depuis pratiquement le début. Puis on continue à monter. Puis là, on est rendu 30 dans l'équipe. Que ce soit staff ou courtier. Puis on est en train de monter une belle équipe avec ça. On déménage d'ailleurs, on est en train de faire des rénovations, plus gros bureaux, plus beaux, leur fournir un environnement de travail avec lequel eux autres vont être fiers et sont confortables parce qu'ils le méritent. Là. Nice. Je vais garder les autres questions pour les courtiers du Québec. Mais j'ai une dernière question. Étant donné que, tu sais, avec le COVID, tout le monde faisait de l'argent, un nouveau qui rentre, tu sais, ça prend pas grand-chose pour faire quelques dizaines de transactions. C'était facile. C'est facile de même. Maintenant, ça va être une autre game. De notre côté, on a été capable, tu sais, ayant été dans l'immobilier depuis déjà plusieurs années, j'ai vu des moments un petit peu plus haut, un peu plus bas. Puis mon modèle d'affaires est basé sur sollicitation, prospection. Donc, je contrôle à 100% l'entrée de business de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas dans ma business. Je sais que si jamais je fais tant de contacts, j'ai tant de clients qui reviennent, puis à l'inverse, c'est aussi pareil. Aujourd'hui, on est en mesure d'avoir, on a une équipe marketing, j'ai des gros budgets publicitaires, tout ça, fait que ça, j'ai de la business plus passive qui rentre, mais n'empêche pas que mon proactif, j'ai gardé en place, puis c'est avec ça qu'on a bâti la culture de l'équipe. Donc, t'es recession-proof. Honnêtement, ça m'inquiète pas parce que justement, je sais que si, exemple, on est en short de 4 contrats de ce mois-ci, toute l'équipe ensemble, on a besoin de faire 200 contacts de plus, puis on a nos contrats. Fait que tout le monde est basé sur cette culture-là. Puis en tant que courtier, si tu n'es pas capable de prendre le téléphone, si tu n'es pas capable de faire du porte-à-porte ou de faire des trucs plus proactifs, forget it. Et tu vois, quand ça va bien aller, mais quand ça va mal aller, puis tu feras pas long feu en immobilier. Et tu fais le mélange un peu du branding que tu es en train de faire en ce moment, plus les titres de travail que vous avez. C'est sûr que l'avenir est grand pour vous. Définitivement. Puis on va, nous autres, avec équipe numéro 1 au Québec. Comment? On veut monter, nous autres aussi. OK, nice. Initialement, cette année, on est parti, on était dans le bas de la liste. Okay. Puis là, on est rendu dans le top 25 des équipes au Québec, juste en cette année. Puis l'année prochaine, tu l'as dit ça devant le public. Donc, définitivement. Puis après ça, on veut monter encore plus haut, tout en m'assurant. Je ne veux pas monter juste en termes de volume, puis juste avoir recruté du courtier. Je veux monter avec les mêmes courtiers que j'ai là, le même staff que j'ai là, puis qu'on soit tous en train de grandir là-dedans. C'est mon objectif principal, c'est vraiment ça. Je te souhaite beaucoup. Merci d'avoir fait partie du podcast. Sérou, vraiment apprécié ta présence, puis je pense qu'il y a bien des gens qui vont apprendre beaucoup de ton expérience. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde. Puis si vous voulez regarder un peu plus sur les courtiers, plus d'entrevues, les courtiers du Québec, meilleure place pour apprendre. Moi, j'ai énormément appris. J'ai 10x ma business grâce aux conseils des courtiers. Non seulement je partage avec tout le monde, je les applique aussi. Donc, prenez un petit moment pour regarder. Ça va vraiment vous aider. Yes, sir. Good. Thank you. Merci.